Alors, Nicolas, genre, je te laisse la parole. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose avant de commencer la présentation. Non, merci pour la présentation, Roselyne. Je vais commencer par partager mon écran, vérifier que tout ça fonctionne bien. Je présente ça ici. Est-ce qu'on voit bien mon Google Slide? Oui. Si je mets ça comme ça devrait être full screen. That's perfect. J'ai le chat ouvert aussi à ma droite. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez surtout pas. Pendant la présentation ou après, il peut y avoir une période de questions sans problème. Et donc, c'est moi qui vais s'occuper de présenter et introduire le NLP, traitement automatique de la langue, traitement automatique de la langue naturelle, pardon. Pour le bootcamp, je l'ai fait en 2021. J'ai repris mes slides tels quels, là, donc je ne sais pas si c'est des personnes qui c'est leur deuxième fois, là, mais ça va risquer d'être la même présentation, là, malheureusement, mais donc c'est ça, je vais commencer par introduire, on va parler d'un NLP en général, mais aussi de l'apprentissage de la représentation vectorielle pour commencer avec le premier deck de slides, qui est le premier lien, qui est intro dans le chat, si vous voulez suivre en même temps. Puis, on va suivre avec les modèles de langue qui sont les modèles qui ont pris beaucoup de popularité dans les dernières années à cause qu'on s'en sert pour obtenir des représentations vectorielles, pas juste pour les modèles de langue qui servent à prédire le prochain mot dans une phrase. C'est leur principale utilité. C'est comme ça qu'ils sont entraînés. Mais on va s'en servir aussi pour faire de la classique de texte. On va s'en servir pour faire la génération textuelle, on va faire du question answering. Bon, en fait, on utilise ces modèles-là pré-entraînés dans un paquet de tâches NLP. Donc, c'est pour ça que c'est important de les voir et de comprendre un peu comment ça fonctionne, un modèle de langue. Donc, si je commence par me présenter, bon, Roselyne a déjà présenté un peu qui j'étais. Donc, moi, je suis à l'Université Laval. Évidemment, je suis à l'ID. Je suis un petit pointeur ici. IID, CRDM, donc je gravite autour de ces instituts-là. Je travaille avec Luc Lamontagne, qui est mon directeur qui était mon directeur de maîtrise. En fait, j'ai commencé au baccalauréat avec lui. J'ai fait un stage de recherche en NLP. J'ai fait de la maîtrise en NLP avec Luc. Puis, je termine mon doctorat, idéalement, éventuellement, dans les prochains mois, on l'espère. Je vais terminer mon doc avec lui. À la maîtrise, j'ai fait beaucoup d'extraction d'informations. C'est vraiment le sujet de ma maîtrise. Donc, extraction d'informations, on prend des documents textuels. Ce qu'on veut, c'est extraire des éléments pertinents, des mots-clés, les mettre en relation. En fait, on va parler beaucoup de normalisation de la donnée quand on est en extraction d'informations. On prend des données qui sont non structurées, qui est un document textuel, puis on va extraire l'info. Good. Ouais, les diapos sont disponibles dans le chat. Ben ça. Donc, extraction d'info, on veut normaliser la donnée. Le texte, c'est la donnée qui est non structurée, donc c'est le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Mon doctorat, en ce moment, se concentre sur la génération automatique de données textuelles. Donc, un peu à l'inverse, ce que je fais, c'est que je pars de données structurées, puis je veux venir les décrire, ces données-là, pour un peu améliorer l'accessibilité ou un peu comme venir générer une petite histoire sur des données qui sont, elles, structurées, qui ne sont pas nécessairement interprétables par tout le monde. Je vais peut-être en parler un petit peu plus en détail là, à la fin de la présentation. En fait, mon doctorat, je le fais conjointement avec l'Obvia, de manière non officielle, mais en fait, je travaille avec Ève Gaumont, qui est une étudiante en droit, et son directeur, qui est Pierre-Luc Desiel. Et en fait, c'est un peu ce que je décrivais avec le projet sur lequel on travaille. On décrit des documents qui sont juridiques, c'est le primitif criminel. On vient générer une description, on prend la donnée, puis on vient générer un texte qui décrit ce document juridique. Et puis, je travaille, en fait, ça fait quelques mois que je travaille plus ou moins avec l'Université de Copenhague, mais je suis toujours en contact avec eux parce que j'ai été faire un stage pendant, en fait, lorsque la COVID a éclaté.
Donc, domaine de recherche, comme je le disais, c'est modèle de langue et génération automatique de texte. Donc, si on parle de NLP, est-ce que vite comme ça, rapidement, dans l'auditoire, qui a déjà fait du NLP ou jamais fait de NLP? Qui a déjà fait du NLP? On commence par qui a déjà fait du NLP? Ou s'intéresse ou connaît un peu de NLP? Est-ce qu'il y a des gens qui... j'ai pas la possibilité de faire le sondage, je pense, là, mais si vous voulez répondre. Il y a quand même une couple de personnes, je connais un peu. J'imagine que c'est un peu pour vous intéresser à... je vais voir si je peux pas faire... Ok, c'est bon. Cool, 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 cool. Donc, c'est vraiment introductif, puis c'est un peu pour donner les intuitions de comment on travaille les données textuelles, comment on travaille avec ça. C'est pas des données numériques de base, fait comment on fait pour les utiliser pour accomplir des tâches au final. Fait qu'on peut commencer par certaines tâches en NLP, certaines applications, en fait, on devrait plutôt dire. Là. On connaît tous les fameux chatbots. Il y a une partie NLP quand même intéressante là-dedans qui est d'extraire les intentions de l'usager quand on communique avec un chatbot. Souvent, ce qu'on va avoir comme en arrière pour venir pour répondre, le chatbot va utiliser un ensemble de règles pour venir soumettre des réponses qui sont déjà préfaites. Il y a aussi, évidemment, la traduction. Ça, je peux passer celui-là, j'imagine. Traduction automatique, c'est l'application souvent qu'on connaît le plus souvent. C'est de passer d'un vocabulaire, un texte qui est en anglais, puis de venir traduire, faire une génération qui est en français. On connaît tous Google Translate ou DeepL, qui est une application qui commence à prendre le dessus sur Google Translate. Ensuite, classification de documents. Ici, on va prendre un document en entrée, puis ce qu'on va faire, c'est y assigner une catégorie. Donc, on y assigne une classe. Génération automatique de texte. Donc, ça peut être à partir de rien, générer une histoire, ou ça peut être aussi de venir générer du texte qui est conditionné selon soit une intention, soit des données, soit un thème. Donc, il y a plusieurs façons de venir générer du texte. On peut voir la traduction automatique comme étant un problème un peu plus spécifique en termes de génération textuelle. Effectivement, on va venir générer un bout de texte qui est conditionné par un langage en entrée. Donc, on peut le voir un peu comme ça. Donc, il y a plein d'applications dans l'NLP qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Puis là, c'est juste pour illustrer quelques styles d'application. Juste pour commencer, on va se donner une très grossière définition de c'est quoi un modèle, puis comment on va designer un modèle en NLP. On va faire la fameuse fonction f de x égale y ou donne y. Puis on va définir un petit peu plus en détail selon les applications que j'ai présentées tout à l'heure. C'est quoi les x, c'est quoi les y en entrée, puis ça va être quoi le modèle. Le modèle, on va le voir un petit peu plus en détail, mais on ne rentrera pas trop dans qu'est-ce que, par exemple, un modèle d'angle, de quoi ça a l'air. On va plus voir comment on l'utilise, puis sans rentrer dans les spécificités. Mais bon, commençons avec l'application du chatbot. En entrée, ce qu'on aurait en entrée, c'est un modèle. Vous pouvez voir ça comme un modèle de machine learning. Vous prenez une régression logistique, on a un vecteur X en entrée, qu'on veut générer une sortie Y. Donc, on a un modèle qui va prendre en entrée X, qui est ici, dans le cas d'un chatbot, ça va être une phrase. Puis là, moi, je veux commander une pizza. Ben, ce que j'envoie dans ma fonction, c'est j'aimerais commander une pizza. Là, on a un modèle F qu'on ne connaît pas, mais qu'on veut qu'il soit capable de générer un Y le Y, c'est une réponse. Donc, on en reçoit en entrée une question, puis ce qu'on veut, c'est générer une réponse. C'est un peu le setup d'un chatbot. Donc, le Y pourrait être excellent. Voulez-vous une Brooklyn? Si on est au Domino's, la Brooklyn qui est, selon moi, largement la meilleure pizza à commander au Domino's. Dans un contexte de traduction automatique, on a un modèle F qui va prendre en entrée, encore une fois, X qui est un bout de texte, qui va être en anglais. Donc, I'd like to order pizza. Et va nous générer, on l'espère, un Y qui va
représenter la phrase qu'on a eu en entrée, qui est en anglais, va venir être générée en français. Donc, j'ai recommandé une flamme pioche, qui était, je pense, plus belge que français. En classification de texte, on va avoir encore une fois une fonction qui va prendre en entrée du texte. Donc, on voit qu'il y a un pattern un peu là, qui se dessine. C'est ce qu'on va avoir en entrée, c'est bien souvent, c'est du texte. Puis on va voir un peu plus tard comment on représente ce texte-là. Mais au final, en sortie, ça revient soit à de la classification ou de la régression, si on veut. Qui sont probablement deux tâches de machine learning que vous avez vues dans les présentations précédentes. Donc, bref, on prend en entrée un bout de texte, I like to order pizza, et on voudrait classifier, si par exemple on était dans un cas de chatbot, est-ce qu'on est dans une thématique sportive, une thématique de restaurant, une thématique de finance, par exemple. On voudrait faire une classification, on a un ensemble de classes qui est prédéfini, et on vient générer un Y qui correspondrait à une classe, par exemple. Donc là, on est en classification de documents. Si on est en génération, ça ressemble un peu à de la classification, sauf que le nombre de classes est largement plus grand, c'est l'ensemble du vocabulaire au final. Ce qu'on veut, c'est avoir en entrée un bout de texte, donc I like to order a slice of 3 petits points, puis on voudrait compléter cette phrase. Quand on est en génération de texte, un peu comme je l'ai mentionné avec les modèles de langue, le modèle de langue, à quoi ça sert, c'est en fait la façon que c'est entraîné, c'est de prédire le prochain mot dans une phrase. Donc, étant donné un contexte, on va revenir souvent sur cette notion-là de contexte. Étant donné le contexte qu'on a ici, on veut prédire le prochain mot. Donc, ce qu'on veut, on reçoit en entrée un contexte en X. On veut prédire le prochain mot Y. Ici, on aurait, par exemple, un modèle qui est entraîné à venir générer le mot pizza, par exemple. Donc, c'est des différentes façons de voir les applications que j'ai présentées, l'application de NLP, de voir un peu comment on travaille les données en entrée. Là, c'est très conceptuel, puis on va voir un peu comment on représente ces entrées-là, X et Y. Souvent, X et Y vont avoir la même forme. Ce qu'on voit, c'est des vecteurs. Quand on est en classification, ça va être des floats. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, comme je dis, représentation numérique des mots. Comment on fait pour représenter ça numériquement? Et on va parler de représentation vectorielle dans ce cas-ci. Puis, dans le deuxième deck de slide, comme je disais, on va voir les modèles de langue. Les modèles de langue qui sont, au final, c'est un mécanisme qui nous permet d'obtenir de bonnes représentations vectorielles. Parce que toute la game en NLP se situe à cet endroit-là, c'est d'obtenir des représentations vectorielles qui sont utiles dans la tâche qu'on tente d'accomplir. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment on représente les mots du vocabulaire. Ceux qui ont déjà fait du NLP, probablement que vous connaissez tous les vecteurs de mots, c'est ce qu'on va voir dans les premiers decks de slide. On va voir de où ça vient, ces représentations vectorielles-là. En fait, c'est quoi les intuitions derrière, pour après ça se déplacer par les modèles de langue. Donc, si numériquement, on veut représenter chat et chaton, puis on utilise le langage Python, puis on écrit ça directement dans notre invite de commande. Mais ce que ça va nous retourner, c'est que c'est pas égal. Sauf que sémantiquement, chat et chaton ont quand même une similarité, si on veut. Donc, ce qu'on veut avec des représentations vectorielles, ce serait d'être capable de capturer un peu cette similarité-là. De ne pas avoir seulement une comparaison, que je dirais une comparaison trop forte qui dirait que chat et chaton, c'est pas deux mots qui sont pareils. Encore là, ici, j'ai mis ces deux termes qui sont sémantiquement pareils, je mets une étoile. Ça va souvent dépendre du cas d'application qu'on a à faire. Dans certaines applications, ça peut être intéressant que chat et chaton soient des mots similaires, mais dans d'autres, non. Puis là encore, ça dépend toujours de ce que tu tentes d'accomplir. Donc, il n'y a pas une représentation qui existe pour le mot chat. Tout est dépendant de l'application qu'on tente, ou de la tâche qu'on tente d'accomplir. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour représenter un...
la façon la plus naïve, qu'on va appeler des vecteurs one-hot, c'est de prendre un vecteur qui va être de la taille du vocabulaire. Donc, ça, on a un vocabulaire, puis quand je parle du vocabulaire, là, prenez le Larousse, puis c'est de prendre chacun des mots, puis dire, bon, ben, ça, c'est la taille de notre vocabulaire. On prend un vecteur de la taille de notre vocabulaire, donc c'est un vecteur qui est immensément long. Et là, on va venir définir à chacun des index. Bon, ben, cet index-là correspond à chien, cet index-là correspond à oiseau, ici c'est crocodile, ici c'est chat, ici c'est cheval, etc. Donc, on va avoir un vecteur pour chacun des mots du dictionnaire. Et là, pour le vecteur qui correspond au mot chat, c'est celui qui, à l'indice du mot chat, va avoir le flag ou le bit à 1. Si on veut. Donc, ça va faire des vecteurs qui sont très creux. On va avoir essentiellement juste des zéros, puis il y a un endroit seulement qui va avoir un qui va être présent. On va avoir ce qui va être des vecteurs un petit peu plus intéressants, qui sont appelés des vecteurs de contexte. Vecteur de contexte, à la place d'avoir seulement une valeur à 1, on va venir remplir ce vecteur-là avec des mots qui se retrouvent dans le contexte ou qu'on a vu dans le contexte du mot chat. Par exemple, on peut avoir félin, on peut avoir litière, on peut avoir du lait. Donc, à chaque fois, comment on obtient ce vecteur-là, essentiellement, c'est qu'on va prendre un corpus de texte, on va le scanner au complet, puis à chaque fois qu'on voit le mot chat, on va regarder, c'est avec une fenêtre quelconque, on peut donner 2, 3 mots à gauche, 2, 3 mots à droite. On va dire, bon, mais c'est quoi le contexte de ce mot-là, du mot chat? Puis on va venir ajouter une occurrence dans le vecteur. Si félin est présent à côté du mot chat, on va venir ajouter une occurrence. Si le mot litière est à côté du mot chat, on va ajouter une occurrence également, et ainsi de suite. Et là, on va venir remplir ce vecteur-là. Ça va faire des vecteurs beaucoup moins creux, qu'on va pouvoir utiliser pour faire des opérations vectorielles dessus. On va voir éventuellement. Juste pour la terminologie, un vecteur, puis je vais le faire en habit de langage un peu ici. Un vecteur, c'est un embedding. On parle souvent de word embeddings ou des word vectors. C'est un peu la même chose. Mais il peut y avoir peut-être des sémantiquement différences entre un embedding et un vecteur. Sur un embedding, c'est peut-être une représentation un peu plus dense. Mais bon, dans les deux cas, ça se peut que j'interchange les termes. Mais sémantiquement, là, on va dire que c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des questions sur les représentations assez simplistes des mots? On commence vraiment avec la base. Mais s'il y a des questions, faites au pire, je pense que je peux voir si vous levez la main ou non. Ouais, je l'ai participé. S'il y a des questions, faites juste lever la main, puis je vais m'arrêter. Parfait. Fait, vecteur de contexte, je le présentais rapidement. Si on veut obtenir la représentation dans un mot, c'est un peu ce qui était présenté dans le chapitre 15 du livre de Jurafsky et Martin. Si on a un mot qui est Tesguino aussi, qu'on ne connaît pas, ben on peut arriver, puis l'intuition, c'est ça un peu, d'obtenir des vecteurs de contexte. Pourquoi on veut avoir des vecteurs de contexte plutôt que des one-hot, plutôt que d'autres façons? C'est juste avec le contexte, on peut un peu deviner la sémantique d'un terme. Donc ici, on a a bottle of Tesguinos on the table, everybody likes Tesguino, Tesguino makes you drunk, we make Tesguino out of corn. Juste avec ces 4 phrases-là, on a une idée de ce à quoi correspond du Tesguino, puis on fait une recherche sur Wikipédia, on va le trouver évidemment, mais juste avec ces 4 phrases-là, on a un peu une idée. Bon, ça peut ressembler peut-être un petit peu avec la tequila ou quelque chose du genre. Mais c'est un alcool fort, forcément. Donc, c'est là l'idée d'avoir des vecteurs contextuels, c'est les mots qui entourent le terme, qui est le terme qu'on va avoir appelé le target ici, nous donnent beaucoup d'informations sur la nature de ce mot-là. Un peu, on a un autre exemple, toujours du même livre, où est-ce qu'on a apricot et pineapple, qui vont se retrouver dans des contextes similaires, comparativement à computer information, qui, eux, vont avoir des contextes différents à apricot et pineapple. On va trouver des termes qui vont probablement se recouper. On a peut-être sugar, on va avoir jam, ce genre de trucs-là, tandis que computer, on va avoir digital, information, data, ce genre de trucs-là. Donc, c'est vraiment là l'idée d'avoir des représentations contextuelles.
Et là, la façon dont on construit nos représentations, ben, ce qu'on va faire, c'est une espèce de grosse matrice qui va être de la taille du vocabulaire au niveau des colonnes et même chose au niveau des lignes, ça va être la taille du vocabulaire aussi. Puis avec un corpus de texte, on peut prendre Wikipédia, on peut prendre le web au complet. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient remplir cette matrice-là. On scanne le texte au complet, on remplit dans la matrice, on ajoute des occurrences. À chaque fois qu'on voit dans le contexte digital, on va ajouter une occurrence, comme si on aurait vu 2 fois computer, on aurait vu une fois data et une fois result, par exemple. Et c'est ce qui va correspondre au vecteur digital. Donc, vous comprendrez que plus on a de texte pour construire cette matrice-là, plus les vecteurs vont être intéressants, plus les vecteurs vont être performants. Ces vecteurs-là vont nous servir à quoi après ça? Bien, première utilisation qu'on peut faire, c'est d'utiliser pour trouver des termes qui sont similaires, par exemple. Si on a le vecteur de digital et de information, on les projette dans un espace, si on a un espace 2D, on a 2 dimensions. La première dimension qui est result et la deuxième qui est data. Si on prend notre vecteur ici, on a data qui est 1 et result qui est 1. Et on avait, on a information ici, qui est le vecteur ici. On va avoir un vecteur de 6 et de 4 aux dimensions data result, qui est les 2 vecteurs qu'on a ici. Donc, l'idée ici, c'est que si on a 2 vecteurs qui pointent dans la même direction, ou on peut voir ça similairement, c'est d'avoir un angle, la cosine ici qui est très petit, bien, on peut assumer qu'on peut interchanger ces 2 termes-là dans le contexte. Ce que je veux dire par interchanger, c'est qu'on pourrait prendre le mot computer et le remplacer par information, puis la phrase ne perdrait pas trop de sens. À l'inverse, si je prenais apricot et je le remplaçais à l'endroit de computer, bien, on va perdre un peu de sens dans la phrase. Donc, l'idée, c'est d'avoir les mots qui se ressemblent, d'avoir les mots qui peuvent se retrouver dans le même contexte, d'avoir des vecteurs qui sont similaires. C'est ça l'idée. Ces vecteurs-là, ces vecteurs de contexte-là, moi, ce que je disais, la taille, bon, c'est la taille du vocabulaire, c'est des vecteurs qui sont très grands, ça peut être prohibitif à utiliser. Ils contiennent encore beaucoup de zéros, beaucoup moins qu'un one-hot, évidemment, mais on a encore beaucoup de zéros. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de réduire la dimensionnalité de ce vecteur-là pour avoir, de un, une meilleure efficacité en mémoire, plus facile à utiliser pour les classificateurs, si on utilise les vecteurs d'emblée, et avoir beaucoup moins de paramètres. Et aussi d'avoir potentiellement des dimensions qui vont se couper. On avait des vecteurs juste sur 2 dimensions. Lorsqu'on va descendre, idéalement, on va vouloir descendre jusqu'à peut-être 200-300 dimensions pour avoir des dimensions qui se recoupent. Comment on obtient ces vecteurs-là un peu plus denses, en fait, qui vont être beaucoup plus denses, ces vecteurs de contexte-là, une des façons, c'est d'utiliser la décomposition valeur singulière. Donc, la décomposition, la SVD, en fait. On a notre matrice X, ici, qui est de vocabulaire par vocabulaire, qui correspond à notre, on se le rappelle, notre fameux tableau ici. Ce qu'on va vouloir faire, c'est la décomposer. On va avoir les valeurs singulières qui sont ici, notre matrice de valeurs singulières. Et ici, on va avoir le Word et ce qu'on appelle la matrice des mots et la matrice des contextes. Pas nécessaire pour la présentation ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les valeurs singulières qui ont le plus d'importance. Donc, on conserve les top K valeurs singulières. Ce qu'on va faire, qu'on va venir réduire notre matrice W ici. Donc, X, ça devient une approximation un peu de X. Donc, ça devrait être le signe d'approximation aussi, là. Donc, on a pris juste les K valeurs singulières qui vont venir réduire la dimensionnalité de W ici. Si on avait une W de V par V, non un W de V par K. K, comment on le choisit? Ben, c'est juste une règle du pouce. Si vous connaissez FastText, je pense que le K qui a été choisi, ça tourne autour de 100 à 300 dimensions. Donc, un K de 300, par exemple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver cette matrice-là qui va correspondre au vecteur du mot. Par exemple, si on voulait prendre le vecteur du mot information, on va aller chercher le mot information à on va retirer son indice.
Puis, on va aller chercher le vecteur qui va être maintenant pas de 1 par V, mais va être de 1 par K. 1 par 300 par donc, ça, c'est une façon d'obtenir des vecteurs qui vont être plus denses. Il y a d'autres façons qui existent, qu'on connaît, qui a été connu sous le nom de Word2Vec, c'est un article de 2013, mais qui a été recyclé, qui est maintenant FastText, qui est, je pense, une des façons les plus faciles d'obtenir des vecteurs de mots rapidement sur un gros corpus de données. FastText contient 2 algos. Le premier qui est skipgram et le deuxième qui est contextual bag of words, qu'on peut analyser brièvement ici. En fait, c'est 2 tâches qui sont différentes. Bon, dans certains cas, le contextual bag of words est meilleur qu'un autre, dépendamment de la tâche qu'on va accomplir. Je pense que c'est tout le temps dépendant de ça. Mais l'idée du contextual bag of words, c'est de partir avec un contexte. Donc, on a monkey is a banana. L'idée, c'est de prendre ce contexte-là, de faire une projection et de prédire le mot qui devrait se retrouver au centre. Donc, on fait on peut faire, ici, ce serait essentiellement, par exemple, de faire la moyenne des vecteurs qu'on va faire. Donc, les vecteurs vont devenir les paramètres d'un réseau de neurones. On fait la moyenne et on projette, on essaie de prédire le mot qui va être ici. À l'inverse, qu'est-ce que Graham fait, c'est prend le mot, on va appeler la target ici, prend eating, et ce qu'on fait, on le projette et on tente de prédire les mots de son contexte. Donc, il y a une projection qui est faite. Et bon, ça va être des prédictions qui vont être faites une à une. On ne les prédit pas, on peut les faire les 4 en même temps. Mais essentiellement, c'est la différence entre CBOW et skipgram. Dans PyTorch, contextual bag of words assez rudimentaire, là, ça peut ressembler à ceci. On définit la taille d'un vocabulaire avec la dimension des embeddings. On va avoir une couche qu'on va appeler la couche d'embedding, qui va être nos vecteurs de mots, qui va être de taille du vocabulaire par la embedding dimension, qui est K ici dans les slides. Puis on va avoir le projection layer, comme on est ici, qui va prendre en entrée la taille des embeddings et il va projeter vers la taille du vocabulaire. Pourquoi la taille du vocabulaire? C'est parce qu'on fait une classification ici avec le contextual bag of words. Ce qu'on fait, le nombre de classes qu'on a, c'est le nombre de mots dans le vocabulaire. Et ce qu'on va faire, c'est on fait une prédiction, on essaie de classifier et d'obtenir la classe eating. Donc, le forward de ce réseau de neurones-là, on reçoit un bar, un bag of words. On reçoit en entrée monkey is a banana. On obtient leurs embeddings. Et là, leurs embeddings, au départ, dans une architecture comme ça, vont être initialisés au hasard. Il y a des méthodes d'initialisation un peu plus fancy, là. Assumons que c'est des vecteurs qui sont initialisés au hasard. On prend les vecteurs, les représentations vectorielles du bag of words. On peut faire tout simplement une moyenne de ces vecteurs-là et venir projeter ça sur notre projection layer, ce qui va nous retourner des scores sur l'ensemble du vocabulaire. Et là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la cross-entropie là-dessus pour venir mettre à jour notre couche embedding et notre projection layer. Je passe un peu vite sur les technicalités de comment on entraîne ça. Je pense qu'il y a peut-être eu déjà une présentation sur les réseaux de neurones. Si je ne me trompe pas, c'est même Fred qui est derrière moi qui l'a fait. Mais ça ressemble un peu à ça. C'est très, très slim comme code, mais ça fonctionne super bien. Donc, l'idée, ce qu'on tente de faire, c'est de maximiser la probabilité d'avoir le mot. Donc, dans notre cas, c'était eating, le mot eating, étant donné un contexte. Donc, le contexte, c'est notre bag of words. Donc, ce qu'on veut, c'est maximiser cette probabilité-là. Et on va faire ça. On scanne, encore une fois, on scanne un corpus de texte et un exemple d'entraînement pour le réseau de neurones, ce sera littéralement ça ici. En entrée, notre X, comme je l'avais présenté au début de la présentation. Notre X, en entrée, c'est les 4 mots qu'on a ici. Et notre Y, c'est une classe qui correspond
Je peux vous présenter, je l'avais déjà vu, je pense. Des représentations ici. Il y a Projector qui existe, qui est fait par TensorFlow. La façon que ça fonctionne, c'est que vous pouvez hoster vos représentations. Donc ici, j'ai un fichier de configuration, là, on peut aller voir rapidement. Sur GIS de GitHub, qui pointe vers des tensors puis un metadata. Puis vous pouvez visualiser vos embeddings. Un coup, vous les avez appris avec FastText. Vous pouvez visualiser vos embeddings, c'est où ils se situent dans l'espace. C'est quoi les mots qui sont similaires. Après ça, on peut se promener dans cet espace-là, ce qui peut être intéressant. Comment j'ai obtenu ces embeddings-là? Moi, j'ai scrapé le journal de Montréal, le journal de Québec. J'ai pris les textes, les articles qui ont été écrits. Et j'ai entraîné FastText sur ce corpus-là. Donc ça, c'est l'algo de FastText. Essentiellement, on est dans le CBOW. J'ai vraiment juste appliqué ce modèle-là sur un corpus de texte. Je pense que j'ai peut-être autour de 200, 300 MB de texte. Si je ne me trompe pas, ça peut quand même ça. J'ai entraîné ça. Puis là. Tout ce que je voulais, c'était retourner là-dedans. Donc ici, je fais une petite recherche. Donc, on peut chercher un terme. Là, je vais chercher le mot étudiant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Journal de Montréal, c'est un journal qui est bon, assez polarisé. Puis, en fait, là où je vais en venir, c'est que je supporte pas nécessairement les similarités. Il y a un disclaimer sur les données, en fait. Je veux que ça soit clair que c'est pas. En fait, c'est juste appliquer un algorithme sur ce dataset-là. Donc, on prend le mot étudiant. Et là, on va un peu analyser où étudiant se situe dans l'espace vectoriel. On peut voir ça ici comme étant l'espace vectoriel du Journal de Montréal. Donc, on prend étudiant. On a ici à droite les points, c'est les mots qui sont les plus près du mot étudiant. Donc, on a professeur, on a prof, étudié, puis on a les manifestants, cégep, UQAM, grève, étudiante. Donc, c'est le genre de termes qui vont se retrouver très près des étudiants. Selon, toujours encore là, c'est selon la sémantique du corpus sur lequel on entraîne. Donc ici, c'est la sémantique du Journal de Montréal. Donc on peut se promener, si je clique sur manifestant, on va avoir des casseurs, des anarchistes, des vandalistes. On va retrouver le terme étudiant qui est proche de ce terme-là. On va avoir des vitrines, brutalité, voyez, casserole. Si on va dans le casserole, on a des carrés. Donc vous voyez que le terme casserole ici, même si on le prend au singulier, le terme casserole ici a un vecteur qui est vraiment caractérisé par le corpus. Là, je commence à me répéter un petit peu, mais l'idée, c'est si on veut avoir des bons vecteurs pour un site de cuisine, par exemple, ben, ce vecteur-là, actuellement, n'est pas un bon vecteur. Parce que le mot casserole est associé au carré rouge, aux étudiants, ce genre de trucs. Donc, ce n'est pas le genre d'embedding qu'on veut obtenir également. Mais c'est un peu pour vous montrer comment on les obtient et qu'est-ce que ça peut donner, des bons ou des mauvais embeddings. On se dirige vers cocktail, on a un cocktail, salade, sortie organisme. Bon, c'est le genre de trucs qu'on peut faire avec cette interface-là. Je suis curieux de voir Zambito, juste pour le fun. Mon entrepreneur, Arsenault. Témoignage, bon, ça va être à cause de la commission Charbonneau, ce genre de trucs-là. Bref, on va arrêter de s'amuser avec les embeddings. Est-ce qu'il y a des questions sur FastText, représentation vectorielle, comment on les obtient, c'est des trucs qui n'étaient pas clairs. On est vraiment parti de la base pour se diriger vers FastText. J'imagine que tout est très clair. Dominique, la longueur d'un vecteur, c'est en fait, si je retourne dans les slides, dans ce cas-ci, j'ai peut-être oublié de le dire, ces vecteurs-là sont projetés dans un espace qui est en 3D, comme on le voit ici. Les vecteurs originaux, ils ont une taille de 300. C'est une taille de 300, puis c'est une taille qu'on définit nous-mêmes. Dans le contexte du Contextual Bag of Words, on va le définir lorsqu'on va créer notre architecture directement.
Lorsqu'on fait une SVD, on va juste prendre les K-valeurs singulières les plus fortes. Mais la dimension des vecteurs, c'est nous qui la définissons. Donc, ce qu'il faut comprendre, comment on définit une taille de vecteur, ben, l'intuition qu'il faut avoir derrière ça, c'est plus le vecteur est petit, plus les représentations vont être denses, mais on réduit la capacité au modèle d'apprendre ces représentations-là. Plus on a une taille qui va être élevée, si on passe de 300 à 500 à 1000 composantes dans notre vecteur, mais là, on laisse plus de flexibilité au modèle pour venir ajuster, créer des vecteurs peut-être un petit peu plus personnalisés. Comment on va essayer de mesurer ça? Bon, c'est un peu plus une règle du pouce. Et plus on a de texte pour entraîner notre architecture, ben, plus on peut se permettre d'avoir une taille qui va être élevée. Si on n'a pas beaucoup de texte pour faire l'apprentissage, ben là, on va peut-être vouloir réduire un peu notre taille de vecteur, mais c'est vraiment une règle du pouce. Parfait. Si j'ai pas d'autres questions, on va passer au modèle de langue. Donc, un modèle de langue, ça à quoi ça sert, c'est estimer la probabilité du prochain mot dans une phrase. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Une phrase qu'on va aussi définir comme étant le contexte. Donc, j'ai le contexte suivant. J'ai Jean-Simon se dirige vers le bar pour commander un verre d'eau. Donc, il y a différents éléments dans le contexte qui vont, nous, naturellement, en tant qu'être humain, nous aiguiller vers un champ lexical, vers une espèce de vocabulaire. Si on repense au nuage de points, plus on a de contexte, et plus notre vocabulaire pourrait se dessiner puis se préciser, en fait. Donc, si on a l'aspect se diriger vers un bar, par exemple, qui pourrait ajouter des informations un petit peu plus. Il y a beaucoup plus de chances que je me commande une bière si je me dirige vers le bar que je me commande un verre de lait, par exemple. Si des gens qui connaissent bien Jean-Simon, on sait que Jean-Simon ne boit jamais de bière, mais c'est quand même plutôt du vin. Donc, c'est une information contextuelle qui pourrait guider, par exemple, le modèle de langue. Donc, contexte, on va souvent penser à venir conditionner le modèle de langue. Donc, ici, on va avoir différentes prédictions qui sont faites. Puis, dans le modèle de langue, ce qu'il va faire, c'est venir justement nous faire un ranking sur le vocabulaire et nous prédire la probabilité de chacun des mots. Donc, ici, on peut avoir commandé un verre de bière, commandé un verre de vin, commandé un verre de whisky. Donc, traditionnellement, comment on créait un modèle de langue? On faisait une matrice de probabilité. Ce qu'on faisait, c'est une matrice de probabilité conditionnelle. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir le mot whisky étant donné un certain contexte? Donc, ici, on a un certain contexte, un contexte de 3 mots, ce qu'on va appeler des trigrammes. On a ici, quelle est la probabilité d'avoir whisky étant donné un verre d'eau? Donc, pour faire ça, on va utiliser les n-grammes pour construire cette matrice-là. C'est tout simple. Si il y a des gens qui ont fait le cours de Luc Lamontagne, qui est le traitement automatique de la langue, je pense que c'est encore un de ses premiers exercices, de créer un modèle de langue à l'aide d'n-grammes. Essentiellement, c'est vraiment niaiseux à construire cette matrice-là. Encore une fois, on scanne le corpus de texte. Et pour obtenir cette probabilité-là, pour l'estimer, en fait, cette probabilité-là, parce qu'on n'en connaît pas jamais exactement, c'est toujours dépendant du corpus de texte, de l'application sur laquelle on travaille. Pour obtenir la probabilité de whisky étant donné un verre d'eau, ce qu'on va faire, c'est bon, on va compter le nombre de fois qu'on voit un verre de whisky. Donc, lorsqu'on voit ce bout de texte-là dans le corpus, et on va le diviser par le nombre de fois qu'on voit un verre d'eau. Donc, la petite dièse parenthèse ici, ça veut dire le nombre de fois qu'on voit cette occurrence-là. Donc, si on a des trigrammes et si on a des quadrigrammes. Donc, on va scanner le corpus, puis on va calculer toutes ces probabilités-là. Donc, on pourrait avoir dans un corpus un verre de whisky, un verre de bière, un verre de vin. Et là, les probabilités vont commencer à se dessiner lorsqu'on va voir plus d'occurrences de whisky, plus d'occurrences de bière, moins d'occurrences de vin. Et c'est comme ça qu'on va obtenir des probabilités. La probabilité ici de whisky sachant un verre de vin, par exemple.
Bon, il y a peut-être un problème là, par rapport à cette façon de modéliser la langue. Là. Il y a des probabilités qui n'existeront pas. Si on ne voit jamais un vers de Desguino, par exemple, dans le corpus, ben, ça va nous donner une probabilité de 0. Donc, en fait, il y a beaucoup de combinaisons de mots qui vont faire une probabilité de 0. Ce qu'on fait souvent, c'est appliquer un lissage sur les données, puis on va attribuer des probabilités qui sont très petites. N'empêche que les modèles de langue basés sur Ngram, ce pas les modèles qui sont les plus performants, justement pour une de ces raisons-là. On n'utilise pas une représentation vectorielle dans ce cas-ci. Donc, petite parenthèse par rapport au modèle de langue avec Ngram. On va voir comment on utilise les vecteurs avec les RNN ou Transformer, par exemple. Donc, comment on évalue ces modèles-là? On va utiliser la cross-entropie puis ce qu'on va, en fait, vouloir minimiser, c'est la perplexité d'un modèle, qui va être 2 à la cross-entropie. Cross-entropie qui est la métrique pour, en fait, la fonction de perte pour entraîner le modèle. Surtout lorsqu'on parlait de modèles basés sur les réseaux de neurones. La perplexité va définir l'incertitude du modèle. Donc, plus notre perplexité est élevée, plus le modèle va être incertain sur le prochain mot à prédire. Donc, si le prochain mot, on prédit une très haute perplexité, en fait, la perplexité va se calculer sur l'ensemble de la séquence. Si la perplexité est élevée, ça veut dire que le modèle est incertain de cette séquence-là. Il n'a jamais vu cette séquence-là dans son corpus d'entraînement, par exemple. On peut le voir un peu comme ça. Donc, on peut voir un modèle de langue comme étant... En fait, on va voir un modèle de langue comme étant une boîte noire qui, en entrée, va prendre un contexte, un vers de... On envoie ça au modèle de langue, peu importe la représentation. Également, on va prendre la représentation vectorielle, puis on va prédire le mot whisky. Donc, si on reprenait notre modèle de langue basé sur Ngram, ben, on va justement aller chercher la probabilité d'avoir un whisky, d'avoir le terme whisky, puis on va juste sortir cette probabilité-là. Si on utilise un modèle de langue basé sur, ben, en fait, en utilisant les réseaux de neurones, donc, assumons ici qu'on a soit un RNN ou un Transformer, qui sont les architectures actuellement utilisées. Si on a des vecteurs, on peut utiliser des vecteurs préentraînés pour le faire, là, mais absolument, on va juste entraîner l'architecture complète, mais ici, c'est vraiment pour illustrer comment ça fonctionne. On va prendre chacun des vecteurs de 1 vers 2, puis ce qu'on va faire, bon, ça va être en dimension 2 par 3. On va envoyer ça à notre modèle de langue, et ce qu'on demande au modèle, c'est de nous prédire un vecteur. Donc, au lieu de prédire une catégorie, qui serait en fait un mot, ce qu'on va demander au modèle, c'est prédis-moi un vecteur à la place. Donc, étant donné 3 vecteurs, on envoie ça dans le modèle fait des calculs sur ces vecteurs-là, et nous sort le vecteur qui devrait sortir de là. Donc, on se rappelle pourquoi on veut sortir un vecteur. Ben, on peut faire certains calculs de similarité avec ces vecteurs-là. Donc, ce qu'on va entraîner à faire notre modèle, c'est de nous produire un vecteur qui, idéalement, va être similaire à un vecteur qu'on espère obtenir. Donc, dans ce contexte-ci, un vers 2, ben, on va enseigner notre modèle de mettre une probabilité très basse au mot chat, par exemple. Encore plus basse pour un vecteur de COVID, vecteur de QAnon. Mais ce qu'on va vouloir, c'est maximiser la probabilité d'avoir le vecteur whisky. Donc, ce qu'on veut faire, c'est en dessous, on peut voir en dessous du capot, ce qu'on va tenter de faire, c'est de maximiser la similarité du vecteur de whisky qu'on aurait avec le vecteur que notre modèle va prédire. Donc, c'est ce qu'on tente de faire par là. Donc, on a encore une fois notre ensemble, notre matrice de vecteurs qui est la taille du vocabulaire par cas, par exemple, puis ou D. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment maximiser cette similarité-là. Donc, là, ce que je présentais, c'est un contexte qui est vraiment très petit. Une fenêtre un peu très serrée, une fenêtre qui est fermée. Les RNN, ce qui nous servait à faire, c'est d'aller, le cadre d'ingérer une phrase complète, par exemple. D'avoir, bon, Jean se dirige vers blablabla pour se commander un verre de et d'obtenir un H de T
une représentation vectorielle. Je veux juste m'assurer, est-ce que les RNN, ça a été, est-ce que vous êtes tous au courant de cette architecture-là? Je me souviens vraiment pas du cursus du bootcamp, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement vu. On l'a pas vu dans le bootcamp, je pense. Non, on l'a pas vu? OK, parfait. J'avais Fred qui me disait... Fred, tu me dis non? OK, c'est bon. Ben, je peux passer rapidement sur le RNN. En fait, le RNN est un réseau de neurones qui va maintenir un état interne. Qu'on va appeler ici l'état caché, qui est le hidden state, c'est ce qu'on appelle H. Et bon, ça, c'est un tout petit réseau de neurones, parce on va envoyer en entrée, puis ça, on le voit un peu comme une séquence. On traite une séquence. Donc, séquentiellement, on va envoyer le vecteur de Jean dans notre petit réseau de neurones, il va venir modifier son état ici. Ensuite, on va prendre l'état, bon, la flèche qui devrait se retourner vers le réseau. On envoie le vecteur de ce et x1 dans notre petit réseau de neurones qui va venir modifier l'état caché qui va devenir h de 1. Et on fait ça ainsi de suite. On envoie dirige, modifier h de 2, ainsi de suite pour obtenir h de t qui va être la dernière représentation qu'on va obtenir du modèle. Et donc là, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre h de t, on va le projeter vers notre vocabulaire, on va faire une softmax, pardon. Et ce qu'on veut, c'est obtenir une distribution de probabilités sur le vocabulaire. Donc, on aurait whisky, bière, Coca-Cola, et idéalement d'avoir des breuvages en tête de liste. Donc, on fait la softmax là-dessus. Et pour faire l'entraînement, on fait la course en tête, puis ainsi de suite. Je ne vais pas dans le détail de comment faire cette architecture-là. C'est vraiment pour avoir une idée de comment on fait pour traiter des séquences de longueurs différentes. Ce qui est un phénomène qui arrive constamment en NLP. On ne travaille pas avec des vecteurs ou des entrées X de longueur fixe. On a souvent des entrées X de longueur variable. Mais l'idée, puis je le répète encore, c'est d'être capable d'obtenir des représentations vectorielles qui sont pertinentes pour la tâche qu'on tente de faire. Donc, si notre tâche ici, c'est de générer du texte, bien, on veut que les mots qui soient suggérés ici par notre modèle fassent du sens avec le contexte qu'on y a envoyé. Si on parlait beaucoup de termes, de mots, on peut appliquer les RNN ou les modèles d'N-gram sur les caractères. On fait simplement la softmax, sur l'ensemble des caractères possibles. C'est beaucoup plus léger computationnellement. Puis on va être capable de générer des mots qu'on va avoir jamais vus dans le corpus. Si je présente des exemples de génération aussi, donc de surprised, j'ai tiré ça d'ici de Karpathy sur les réseaux de neurones récurrents. Si ça vous intéresse, les RNN, il y a des visualisations super intéressantes sur le site. Puis je pense que tout le code est disponible aussi là, pour s'amuser un peu avec comment entraîner des réseaux de neurones récurrents. Mais l'idée, c'est, je ne sais plus sur quel corpus il y avait entraîné ça, mais c'est le genre de génération qu'on peut se trouver à faire. Donc, the surprised in investors weren't going to raise money and the company with the time they are all intersynchrony. Bon, on comprend qu'il n'y a pas vraiment de sens là, dans ce qui est généré. Syntaxiquement, ça semble être correct, mais sémantiquement, ça fait absolument aucun sens. Fort probablement parce que son architecture était peut-être pas assez grande et où son corpus de données n'était pas assez volumineux. Maxime qui dit pas dans Google Bootcamp, effectivement. Donc, pourquoi je montre un exemple de génération? Ben, c'est exactement ce qu'un modèle de langue tente de faire, c'est qu'on tente de générer le prochain mot étant donné un contexte. Comment qu'on fait pour générer une séquence comme ça? Ben, les modèles vont commencer avec ce qu'on appelle un start of token ou un start of sentences. Ou un begin of sentences. Ça peut être un BOS qu'on appelle. On commence avec un premier jeton qui est le BOS, puis après ça, on va dire, bon, ben, au modèle de langue, génère-moi le prochain mot. On va générer the. Parfait. Après ça, j'ai BOS the. Génère-moi le prochain mot. Ça va être surprise.
Ensuite, the surprise, on va générer in. Ensuite, the surprise in, on va générer investors, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va faire, on va looper jusqu'à temps qu'on termine la phrase, qu'on ait un point ou un end of sentences, par exemple. Donc, comment on fait pour générer le prochain mot? Quand je disais on génère le surprise, on génère in, on génère investors. La façon de le faire, c'est de prendre le mot avec la probabilité maximale. Donc, on se rappelle, le modèle de langue, ce que ça fait, c'est que ça nous prédit le prochain mot dans une phrase. Pour prédire le prochain mot, comment ça fonctionne, c'est que le modèle de langue va nous produire une distribution de probabilité sur l'ensemble du vocabulaire. Étant donné le contexte que j'ai en entrée, voici la probabilité d'obtenir le mot whisky, par exemple. Donc, ce qu'on fait, pour avoir une génération qui est déterministe, on va juste sélectionner le terme qui est la plus haute probabilité. Si on veut une génération un petit peu plus variée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller piger dans cette distribution-là. Donc, étant donné la distribution que j'ai sur mon vocabulaire, qui a été créée par mon modèle de langue, qui a été apprise, en fait, sur le corpus de texte par mon modèle de langue, on va aller piger dans cette distribution-là, puis on va venir générer un terme qui, là, on va avoir une génération plus variée, mais qui ne sera pas déterministe. Donc, on a un concept en génération qui s'appelle la température. Je vais passer rapidement là-dessus. L'idée dans la température, sans température, on a une softmax T est égal à 1, T qui est la température. Puis, c'est ce que je veux dire, la température est appliquée dans la softmax. Lorsqu'on a une température plus élevée, on va avoir des générations plus exotiques. Pourquoi? Parce que la température va faire en sorte qu'on va venir écraser notre distribution. Si on a une température plus basse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attribuer beaucoup de probabilité au terme qui, en fait, on va avoir une espèce de rétrécissement ou de rétrécissement de la température. Donc, juste pour l'illustrer un petit peu ici, si on monte la température avec la softmax, on met, par exemple, un T égal à 10, on va venir vraiment écraser la distribution. Alors que si on met un 0,5, ben, les mots qui étaient les plus probables vont venir manger les probabilités des autres termes. Donc, si on met une génération qui est conservatrice, par exemple, avec une température qui est très basse, on va avoir essentiellement juste des déterminants dans une génération. Is that they were all the same thing that was a startup? Is that they were all the same thing that was a startup? Et ainsi de suite. On va avoir une génération qui n'est pas très exotique. Pour plus d'exemples, comme j'ai mentionné, on a le Carpathy qui a le blog post ici. Il y a certains enjeux en génération de la langue qui sont au niveau de l'entraînement. Comment on fait pour entraîner ce modèle-là, les modèles de langue? On utilise la cross-entropie traditionnellement. Les gens qui explorent le reinforcement learning ou les GAN, entraînement adversariel, actuellement, ce qui fonctionne très bien, c'est la cross-entropie. On peut explorer aussi génération à partir de templates. Donc, au lieu de partir from scratch puis générer mot à mot, on peut partir avec des templates puis de venir remplir ce template-là. Il y a des modèles qui existent qui s'appellent BERT, que sa tâche de pré-entraînement ressemble un peu à ça. On va venir masquer des mots dans une phrase, qu'on va demander à BERT de prédire le mot masqué. Au lieu de prédire le prochain mot, on a un contexte dans son ensemble, puis on essaie de prédire de remplir des trous dans une phrase. Conditionner une génération selon un style, selon un thème, un contexte. C'est un problème en génération qui est hyper étudié. Et l'évaluation des modèles. En fait, comment on fait pour évaluer que la probabilité qui est donnée par un modèle de langue est bonne ou pas. Ça, c'est un problème qui est hyper difficile à résoudre. En fait, c'est pas résolu, c'est souvent dépendant d'une évaluation humaine à l'heure actuelle. État de l'art en modélisation du langage, c'est quoi les meilleurs modèles actuellement? En termes de réseau de neurones récurrents, on avait ce qu'on appelle le AWD-LSTM, qui est une saveur de réseau de neurones récurrents qui avait été développée par Salesforce en 2017. Ensuite, il y a le Transformer qui est apparu, qui est une architecture qui utilise de l'attention, qui a gagné beaucoup en popularité. À l'heure actuelle, c'est même plus juste en NLP. Là. Il utilise les Transformers aussi en vision. C'est assez intéressant.
pourquoi ça fonctionne aussi bien, mais c'est super impressionnant. On a commencé avec Transformer XL en 2019 de Google. Ensuite, il y a la saga GPT qui est sortie par OpenAI en 2019, la GPT-2, GPT-3, je ne sais même pas rendu à quel GPT en fait. Là. Mais à l'heure actuelle, les modèles sont tellement rendus immenses que c'est pratiquement impossible d'entraîner ce genre d'architecture-là. Mais je pense que GPT peut fitter sur une carte graphique de 8 GB, mais sinon, après ça, il faut se tourner vers du 12, des V100, des Titans, ce genre. Donc, comme je le mentionne ici, on est basé sur l'architecture Transformer. Actuellement, c'est vraiment ces architectures-là qui sont l'état de l'art. Tout ce qui est basé sur Transformer, c'est ce qui est dans le top des benchmarks de différentes tâches NLP, qui est de la classification de texte, génération automatique, traduction automatique, question answering, ce genre de trucs. C'est tout des Transformers qui sont au top des benchmarks. Donc, on avait Attention is all you need qui a commencé, qui était présenté en 2017, qui est le premier papier sur l'attention dans un réseau de neurones. Ensuite, on a eu Transformer Decoder, GPT, le premier GPT en 2018. Après ça, on a eu BERT. J'en ai parlé légèrement de BERT ici. BERT ne fera pas la génération textuelle à proprement dit, mais on va prendre des super bonnes représentations vectorielles de mots. Ensuite, Transformer Decoder, on est passé à Transformer XL, qui est un modèle qui prenait en entrée plus de contexte. On est passé, je pense, de quelques centaines à 512 mots en entrée. Ensuite, GPT-2, qui est le gros modèle de OpenAI GPT-3 en mai 2020. Pourquoi c'est important, les modèles langues? Pourquoi je vous ai parlé de ça aujourd'hui? Je vous ai déblatéré pendant plusieurs minutes sur les modèles de langue. C'est utilisé pour faire de la génération textuelle, oui. Mais c'est aussi utilisé dans plusieurs autres applications d'NLP. Puis encore une fois, pourquoi? C'est parce qu'ils sont super bons à apprendre des représentations vectorielles qui sont pertinentes et utilisables dans un paquet d'applications. Donc, on va les utiliser en traduction automatique, réponse aux questions, classification de texte, et encore plus. Puis, comment on les utilise, en fait, comment ça se trame? Ce qu'on fait, c'est qu'on va pré-entraîner un modèle de langue. On va le pré-entraîner à être capable de prédire le prochain mot dans une phrase. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ben, ce pré-entraînement-là est super bénéfique dans un ensemble d'applications de NLP. Donc, comme je l'ai dit, j'ai dit plusieurs fois, ils apprennent des représentations vectorielles qui sont réutilisables. Donc, pour aller plus loin, là-dessus, il y a la conférence nationale en INLG, sinon c'est ACL, INLP, on va parler des modèles plus généraux. En génération automatique de texte, il y a Andrei Duchek qui en fait beaucoup. Sinon, bon, je me laisse plug sur les langages models de ma proposition de thèse à cet endroit-là. Puis sinon, c'est pas mal ce qui terminerait ma présentation. Je vois qu'il y a une question de Nathaniel. Je pense que c'était le GLAM. Mais fort probablement. Je pense que ça, c'est un nouveau modèle qui est sorti, là, le GLAM, Efficiency Scaling Language Model and Mixture Experts. J'ai pas lu ce papier-là, mais ça bouge tellement vite que j'imagine qu'il y a déjà plein d'autres architectures qui sont. Mais on peut voir ici largest GLAM as 1 trillion parameters. C'est pas le genre de truc que je vais pouvoir personnellement moi utiliser, mais il y a toujours un souci aussi de la grosseur des modèles versus combien ça te coûte à les entraîner, combien ça te coûte à les faire rouler aussi. Il y a toujours ce trade-off-là. Mais en ce moment, c'est plus une espèce de guerre entre Facebook, Google, puis peut-être OpenAI qui tentent d'obtenir le plus gros modèle. Mais ouais, effectivement, c'est sûr que ça bouge beaucoup. Donc, c'est pas mal ce qui conclut les présentations. J'espère que vous avez apprécié l'intro NLP. Ça vous donne le goût peut-être de faire du NLP. Il y a plein de beaux problèmes. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser.
Ouais, j'en ai une. Oui. Euh, pour ta recherche, c'est quoi les applications d'NLP? Est-ce que c'est juste théorique ou c'est pour répondre à un besoin en particulier? C'est pour répondre à un besoin en particulier. En fait, ce qu'on fait, je peux peut-être même partager mon écran. Là. J'aurais peut-être d'autres slides. Euh, J'utilise NLP pour, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut venir décrire les documents juridiques. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on prend un modèle de langue et qu'on va venir spécialiser sur le domaine qui est le domaine du droit criminel. Et ce qu'on veut faire, si mon le slide va bien. Ce qu'on veut faire, en fait, essentiellement, là, si je reprends la terminologie des slides, mon X, c'est ce document-là en entrée. Moi, je le parse, il y a l'extraction qui est faite sur cette donnée-là. Essentiellement, mon X, c'est ça. Puis ce que je veux faire, mon Y, ce que je veux, c'est venir générer une description comme ceci. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un primitif criminel. Et c'est un document qui est disponible à la Cour du Québec ou sur le site web de l'Information juridique du Québec. Et pourquoi on veut faire ça? En fait, c'est pour aider les citoyens, les juristes, les journalistes, les gens des ressources humaines, les aider à comprendre ce document-là. Parce que souvent, si on veut suivre un dossier judiciaire, si on veut faire un background check sur quelqu'un, ce que les gens vont faire, c'est aller consulter ce document-là qui est disponible. Et ce document-là, il n'est pas nécessairement très digeste. Donc, ce qu'on veut faire, c'est extraire l'information de ce document-là, puis venir en générer une description qui est plus intelligible. Donc, si c'est des infractions qui sont au niveau criminel, là, je rentre un peu dans la spécificité du problème, mais je pense que ça répond un peu à ta question de est-ce que c'est concret ce qu'on fait? C'est vraiment très concret. On l'applique réellement pour le système judiciaire. Ce qu'on va faire, c'est prendre ce document-là et venir générer une petite description comme ça. John Doe a plaidé coupable d'avoir fait défaut de son premier ordonnance et d'avoir commis un méfait à l'égard d'un bien le 1er janvier 2019. Donc, on a un modèle qui prend ça en entrée et qui va venir nous générer une petite description comme ça. Puis dans ce cas-ci, c'est quel genre de modèle? Avec des transformers ou? En fait, on a fait une première baseline qui utilisait des modèles à base de règles. Puis là, on a tout récemment étudié l'utilisation des transformers pour le contexte du droit. On a créé un jeu de données pour entraîner un transformer. Puis on a aussi créé une nouvelle métrique d'évaluation avec une nouvelle métrique d'évaluation automatique et aussi manuelle. Donc, il y a des juristes qui passaient sur les évaluations qui avaient été créées par ce transformer-là pour voir à quel point sont légalement correctes les générations. Parce que si on se rappelle comment on génère comment le modèle neuronal nous fait une génération, c'est probabiliste. Il nous crée une distribution de probabilité, puis après ça, on va les piger dans cette distribution-là. Dans un contexte légal comme ça, c'est pas. Ça peut être dangereux de faire ça. Parce que si c'est probabiliste, puis on se retrouve avec des trucs qui sont pas légalement ou factuellement corrects, ça peut porter préjudice à certaines personnes. Nous, ce qu'on voulait étudier, c'était un peu la capacité des réseaux de neurones à venir générer quelque chose qui est factuellement correct dans le domaine du droit. OK, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Là, ça me fait plaisir. Si y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette très belle présentation. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'ai une question là que j'aimerais te poser, que j'ai l'habitude de poser au présentateur. Ouais. C'est du genre, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ça? Dans le NLP en général ou Ouais. Le NLP en général, ça date quand même il y a longtemps. C'est quand j'ai fait mon premier stage avec Luc Lamontagne, où est-ce que j'avais. En fait, moi, ce que je voulais faire quand j'étais au baccalauréat, en fait, c'était plus de faire du big data. Puis à l'époque, quand j'ai commencé mon bac, c'était en 2013, je pense. Puis le big data, c'était la grosse mode, là. Puis je voulais commencer à en faire. Puis Luc travaillait. Lorsqu'on parle de NLP, on est tout le temps dans le big data anyway. Fait que Luc avait un projet pour moi de big data, mais qui était orienté NLP. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec des données textuelles. Puis m'embarquer sur plein d'autres projets. Puis là, j'ai eu la piqûre de travailler avec
toutes les différentes tâches de NLP, classification de texte, extraction d'informations, génération, ce genre de trucs-là. Et je me demande, parce que NLP, là, genre, Google, Facebook, ils ont de super calculateurs, là, ils ont comme toute la ressource qu'il faut. Genre, Ouais. est-ce que c'est possible de créer quelque chose et genre, vu qu'ils sont là, ils ont comme le monopole maintenant? C'est une bonne question, puis je pense que ça a été une réflexion que j'ai eue aussi pendant mon doctorat. Tu sais, quand tu vois des grosses compagnies qui font juste tout le temps battre l'état de l'art parce qu'ils ont entraîné un modèle pendant 100 jours avec 100 cartes graphiques, puis c'est le même qui a réussi à battre l'état de l'art, c'est un peu décourageant, je te dirais. Je pense que la tournure que j'ai prise, c'est plus d'aller dans un domaine beaucoup plus niche, puis d'appliquer ces méthodes-là dans un domaine qui est niche, plutôt que de dire, ben, je vais créer un nouveau modèle Transformer qui, j'espère, va battre l'état de l'art. Je pense que à moins d'avoir un portefeuille hyper épais et des ressources presque infinies, je pense que c'est pas nécessairement la voie à suivre. C'est plus de voir, est-ce qu'il y a des low-hanging fruit, des applications qui n'ont pas été encore explorées du NLP, voir comment que des modèles peuvent se comporter là-dedans, d'analyser ça, de créer des nouvelles ressources, d'adapter un modèle, des fois juste pour un cas d'application spécifique. Ça peut être quelque chose qui est super bénéfique, pas juste pour la recherche, la communauté scientifique, mais aussi pour l'industrie. C'est le genre de truc comme générer des descriptions de documents juridiques au Québec, c'est pas le genre de truc que Google va s'attarder à faire non plus. C'est un peu le low-hanging fruit que je voulais aller chercher avec ça. Ouais, ça peut être aussi genre générer des trucs en médecine aussi, genre des descriptions du patient, comprendre et puis. Ouais, exactement. Exactement. Il y a justement un chercheur qui est Haywood Writer, que j'ai listé son nom dans les slides. Lui travaille beaucoup justement à générer des descriptions de données pour des newborn babies, quand pour expliquer à des parents un peu qu'est-ce que les données qui ont été prélevées, pour les décrire un peu ça. Pour pas que ce soit juste interprétable par un médecin, mais aussi interprétable par soit une infirmière ou les parents eux-mêmes. Ouais. C'est le genre d'application qui existe. Ouais, c'est sûr. Ça fait du sens. Parce que Google, il ne peut pas être partout. Non, ils peuvent ratisser large. Ils peuvent ratisser large, mais ils ne peuvent pas être partout. C'est ça, c'est vrai. Heureusement, en fait. Et genre, je voudrais que tu parles un peu de ton expérience. Enfin, je vois que tu as beaucoup d'expérience en entreprise. Oui. Et genre, comment tu fais pour gérer en fait, entreprise et puis la recherche? Et c'est quoi, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, le fait d'être en entreprise et en recherche? Ça apporte beaucoup de... je dirais, ça me ramène sur terre souvent. Ça me ramène sur des problèmes concrets qui peuvent... Des fois, c'est des problèmes qui ont l'air assez niaiseux d'un point de vue recherche, mais qui peuvent impacter beaucoup l'industrie ou une compagnie. Je travaillais beaucoup avec les entreprises plus pendant ma maîtrise, où est-ce que je cherchais un peu comme le créneau vers lequel je demandais d'aller. Mais pendant mon doctorat, j'ai toujours continué d'avoir un pied en industrie je veux garder un pied à terre, puis je trouve que ça garde une certaine réalité sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut régler les problèmes, mais toujours avec une perspective recherche un peu. Puis c'est un peu la tournure que mon doctorat a pris de travailler avec du monde dans le domaine du droit, la Société d'information juridique du Québec, de voir c'est quoi leurs problèmes qu'ils ont, puis comment on peut leur donner une twist recherche, mais sans trop s'éloigner de l'appliquer puis de l'industrie. Mais genre, désolée. Est-ce que tu poses une question? Oui, en fait, Nicolas, je serais intéressé du coup, est-ce que les technologies que tu as été amené à développer pour ton projet sur l'explication de documents juridiques, est-ce que ça va aboutir à un brevet, une application dans les cours du Québec ou ça en est où actuellement? Actuellement, on est à terminer en fait les expérimentations, le volet plus recherche si on veut. Puis dans les prochains mois, voire la prochaine année, ce qu'on va faire, c'est commencer à implanter des modules, les différents modules qu'on a développés, implanter ça chez la SOCIJ, qui est la Société québécoise d'information juridique.
Donc, de commencer à prendre certains petits morceaux. C'est sûr que dans notre recherche, on a eu des conclusions qui étaient intéressantes, d'autres conclusions qui étaient moins bonnes. Comme l'utilisation des réseaux de neurones, c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus adapté dans un contexte juridique. Donc ça, pour l'instant, on laisse ça un petit peu de côté. Mais on est allé voir, en fait, comment on fait. C'est quoi le maximum qu'on peut aller chercher avec les réseaux de neurones. Donc, pour eux, pour la SOCIJ, ça, c'est des réponses qui étaient hyper pertinentes d'obtenir, de voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. On dit que les modèles, les réseaux de neurones sont en train de révolutionner la planète. Est-ce que ça peut vraiment nous aider dans un contexte juridique? La réponse, c'est oui, mais il faut faire attention avec ça. C'est le genre de réponse qu'ils voulaient aller chercher. Mais autre que ça, il y a plein de petits modules qu'on a fait, comme extraire l'information du document, la normaliser, génération avec des templates. Ça peut déjà être utilisé par la Société d'information juridique. Oui, il y a des trucs qui vont se retrouver. En tout cas, je l'espère. Moi, je fournis les éléments de réponse à la SOCIJ, puis eux en font ce qu'ils en veulent, mais il y a déjà des rencontres qui sont prévues pour que moi, je commence à faire des tutoriels, que je leur montre comment les utiliser et tout ça. Et est-ce que tu as été amené à, enfin, vu que tu travailles aussi avec Opvia et tout, j'imagine que c'est le cas, mais comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à tous les enjeux éthiques de l'interaction entre domaine juridique et intelligence artificielle? On sait qu'il y a eu enfin, ça a fait beaucoup de bruit. Du coup, comment est-ce que tu t'es positionné dans ton travail par rapport à ça? C'est une bonne question parce que c'est. Tu sais, j'en reviens un peu au fait que la grosse mode en ce moment, c'est sur les réseaux de neurones, puis on devrait tous utiliser ça pour résoudre nos problèmes, là. Puis le ton qu'on a pris, moi et Eve, qui est l'étudiante en droit, c'est plus pas des sonneurs d'alarme, mais plus on voulait montrer que il y avait des limitations à ces modèles-là. Puis je ne vous cacherai pas que les avocats, les juristes, les juges sont très sceptiques à l'utilisation de ce genre de modèle d'intelligence-là pour venir donner une couche d'accessibilité au domaine juridique. Mais bon, nous, ce qu'on voulait faire, en fait, moi, une des choses que je voulais faire essentiellement dans mon doc, c'était un peu de quantifier cette incapacité-là des réseaux de neurones d'accomplir la tâche avec une précision de 100%. Parce que dans un domaine juridique aussi sensible que le domaine juridique, ça nous prend une précision de 100%. On peut pas dire qu'on fait des erreurs par-ci, par-là. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment quantifier cette performance des réseaux de neurones. OK, merci. Mais est-ce que c'est possible d'atteindre les 100%? Hein? Est-ce que c'est réaliste? Pas vraiment, non. Mais en fait, plus on est proche du 100%, plus on économise un peu de travail aussi si on veut venir qu'à générer des descriptions. Mais on passe de un juriste à venir écrire ces descriptions-là, à avoir peut-être un assistant qui va venir aider le juriste à écrire les descriptions ou faire des descriptions qui sont pré-générées, parce qu'on va venir les corriger, par exemple. C'est le genre de truc qu'on pourrait envisager. Mais de passer à une génération automatique complète, là, il y a tout ce côté-là éthique qui peut rentrer en ligne de compte. Puis, est-ce que c'est correct de faire la génération at scale de ces documents juridiques-là? Il y a plein de questions qui se posent. C'est le genre de truc que Eve, surtout Eve, a abordé dans son mémoire de maîtrise. OK. J'ai une dernière question pour toi. Hein? Oui. Est-ce que tu comptes faire après ton doctorat? Veux-tu continuer en recherche ou veux-tu aller en industrie? Idéalement, j'aimerais continuer en recherche. Là. Ça dépend, entre autres, du FRQNT qui a repoussé sa date d'annonce des résultats. Mais idéalement, je continuerai au postdoctorat en recherche avec l'équipe de Copenhague que j'ai rencontrée en 2020 pour continuer dans le domaine juridique, mais de ne pas juste me concentrer sur le français au Québec. J'aimerais ça étendre plus dans le multilingue, mais au niveau international. Dans le français et l'anglais, j'imagine. Français, anglais, puis idéalement aussi les langues qui sont moins représentées numériquement. Essayer de voir comment on peut utiliser des techniques de transfert d'apprentissage pour prendre des langues qui sont hyper représentées numériquement, comme l'anglais, français, espagnol, ce genre de langues-là.
Puis utiliser ces ressources-là pour donner un coup de pouce aux langues qui sont moins représentées. OK. Moi, j'ai plus de questions. Maxime, je ne sais pas si tu as d'autres questions, hein. Non, c'est parfait. J'ai plus de questions. Je trouve que c'est un hasard, mais c'est super que tu sois passé sur ce créneau de présentation parce qu'on a abordé des questions un peu éthiques et tout. Puis la prochaine présentation va parler de ça justement. Donc, Good. ça fait une transition parfaite. Super. D'accord. Good. Fait que merci beaucoup à tous. Fait qu'on va prendre une petite pause et on revient à 14h50. C'est Ouais. ça, on a dit. Oui, je vais confirmer, mais ouais, c'est bien ça. 14h50. À plus. À plus. Bye. Bye.